Chers amis, content de vous retrouver. Alors c'était une actualité importante cette semaine. La France a accueilli à Nice un sommet de l'Organisation des Nations Unies sur la protection de l'océan. Un moment de coopération diplomatique entre les différents États, notamment ceux parties prenantes de ce sujet, puisque vous savez, l'océan, les mers, c'est quelque chose que nous partageons en commun avec le reste du monde et ça va être un peu au cœur de notre réflexion de ce soir. C'est-à-dire comment est-ce qu'une ressource qui est partagée de façon universelle, eh bien en même temps nous concerne et appelle une responsabilité. C'est vrai que notre regard a changé en quelques siècles sur les mers et les océans. Les économistes classiques au début du 19e, Jean-Baptiste Say par exemple, pensaient encore que les ressources marines étaient inépuisables. On sait bien que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la rareté de la ressource, la fragilité aussi des mers et des océans? On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Et avec nous, ce soir, on a un très beau plateau. Bonsoir Sylvie Dufour. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste des mers et océans, directrice de recherche émérite au CNRS, chargée de mission pour la mer au Muséum d'histoire naturelle. Vous avez une formation de biologiste. Et donc, évidemment, vous en connaissez un rayon. Et vous allez particulièrement nous expliquer ce soir quelles sont les attentes et puis aussi les urgences, les préoccupations de la communauté scientifique en matière de protection, de respect des mers, des océans. Puis à côté, vous avez un grand baroudeur. Bonsoir Alexis Rosenfeld. Bonsoir. Explorateur, photographe, auteur de nombreux documentaires sur les fonds marins que vous avez explorés de fond en comble. On va plonger avec vous un peu ce soir. On va aller partir à la découverte de ce monde mystérieux que très peu de gens, au fond, ont la chance d'avoir véritablement côtoyé. Ce n'est pas le cas de tous les paysages, mais particulièrement les fonds marins, c'est encore un peu un mystère, un inaccessible, et vous allez nous le rendre très présent, très concret. Je vais vous emmener dans mon monde merveilleux. Et on vous y suivra avec plaisir à l'aide de ces images que vous y avez tournées notamment. Et puis toujours à mes côtés, Madeleine Mété. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Paul. Madeleine, j'ai une question à vous poser d'ordre étymologique pour commencer. Si je vous parle des herbiers de Poséidanie, vous savez d'où ça vient ? Écoutez, ma vaste culture latine me permet d'envisager que peut-être, éventuellement, c'est un lien avec Poséidon. Oui, qui était le dieu grec de la mer. Et on va plonger justement avec Poséidon, avec ces herbiers de Poséidanie, pas très loin d'ici. On est parti dans le golfe du Lion avec Camille Jaïr, donc en Méditerranée. On est parti plonger avec les agents du parc marin, justement pour rencontrer ces herbiers de Poséidanie. Vous allez voir, c'est un sujet de préoccupation majeur et ça peut tous vous concerner parce que, en fait, c'est un sujet qui concerne les pêcheurs, les plaisanciers, tous ceux qui sont amenés, par exemple, à faire du bateau en Méditerranée, même proche des côtes. Vous allez voir pourquoi et on en reparle tout de suite après ce reportage. L'herbier de Posidonie, c'est une plante. On la considère comme le poumon de la Méditerranée. Elle produit 14 litres d'oxygène par mètre carré et par jour, donc c'est énorme. Hein. Cet oxygène qui est dissous dans l'eau va servir à tous les organismes vivants qui ont des branchies, qui vont pouvoir l'utiliser pour respirer. Mais c'est aussi le poumon de la Méditerranée parce que c'est des zones de frayère et de nurserie pour de très nombreuses espèces. Et ce fameux herbier, alors qu'il est primordial, eh ben, il y a une perte de surface depuis une cinquantaine d'années, même plus qu'une soixantaine d'années maintenant, qui est généralisée sur toute la Méditerranée. On charge tout alors ? On décharge tout. Ouais. Allez. Sémaphore Béar de Capaya. Pour vous informer de la sortie de l'embarcation PM 511 pour un suivi des herbiers dans la Lance de Sainte-Catherine. On est à Argelès et on va faire une sortie pour aller faire un suivi des herbiers de Posidonie dans la Lance de Sainte-Catherine au sud de Cap-Béar. Tu veux aller au fond du coup ? Bah, sur une bouée là-bas, vous allez comme ça, vous aurez l'herbier dessous parce que sinon vous n'avez pas de bouée. Ouais. C'est bon là ? Bon, du coup, on descend. Qu'est-ce qui prend la plaquette ? Toi, tu prends le quadra, Emmanuel. J'ai la plaquette immergeable qui nous permet, avec ce crayon, d'écrire dessus sous l'eau et de pouvoir récolter toutes les informations pour ce suivi de herbier. Bon, bah, à tout à l'heure.
On a construit des cités balnéaires en bord de mer, on a créé des ports, on a fait de la plaisance et tout ça a dégradé les herbiers. C'est la première chose qu'on regarde, d'une façon générale, quand on rentre dans la baie, c'est est-ce que les bateaux sont bien sur les bouées et n'ont pas jeté l'ancre. En gros, jusqu'à 300 mètres du bord, c'est interdit. Bonjour. Bonjour, parc naturel marin. Donc, est-ce que vous savez, dans cette baie, on avait jusqu'à 250 bateaux en même temps dans la journée. C'était le maximum, hein, mais ça fait quand même énorme. Et donc si tout le monde jette l'ancre et tout le monde arrache un petit bout, au bout d'un moment, ça fait des grosses surfaces qui sont arrachées. Or, le dernier problème de l'herbier, c'est qu'il a une croissance extrêmement lente. À l'échelle d'une vie humaine, une zone dégradée de 2-3 mètres carrés, ben, on ne la reverra pas revenir à son état normal. Quelle profondeur les filles, s'il vous plaît? On est descendu à 11 mètres. 11 mètres? Donc l'herbier sur lequel nous étions là, il est suivi donc tous les 3 ans et l'état de cet herbier-là, il est qualifié de moyen. L'idée avec ces suivis-là, c'est de renouveler ces suivis pour voir si on voit une évolution et de prendre des mesures de gestion pour aller dans le bon sens et retrouver des états en bonne santé. Ouais, je suis prêt moi. Aujourd'hui, on a quasiment tous les herbiers qui sont bien protégés, mais il en reste quelques-uns qui sont encore à protéger. Et c'est l'objectif de nos prochaines années. Donc un vers Argelès et puis d'autres vers Cerbère. Voilà, les magnifiques images de Camille Jaïr dans le parc marin du golfe du Lion. Alexis Rosenfeld, la Poséidanie, poumon de la mer Méditerranée, quand je dis que c'est un sujet qui peut concerner tout le monde, c'est qu'on a bien compris l'enjeu. Quiconque jette l'ancre par-dessus risque d'arracher en fait, des herbiers qui sont pourtant hyper précieux pour la biodiversité. Oui, et puis ce qui est intéressant dans ce que disait la journaliste et les intervenants, c'est que c'est pas une algue, c'est une plante. Et la Poséidanie, c'est une cousine de la jacinthe. Donc ça nous rapproche peut-être un peu plus, nous les humains, de ce monde marin quand on parle de jacinthe, de plantes et pas d'algues, parce que l'algue ça fait un peu peur, c'est un peu le monde un peu affolant qui a... Oui, c'est des plantes qui sont adaptées à la vie sous-marine quand le niveau des eaux est monté en fait. Ça c'est la chose qui va répondre à ça. Des plantes qui sont revenues à la mer, comme il y a des animaux qui sont revenus à la mer, comme les baleines, qui sont issus de toute une lignée de mammifères qui étaient terrestres, ou certains oiseaux marins. Donc il y a aussi des plantes qui sont revenues à la mer. Et ce qui est intéressant dans l'émission du parc, c'est qu'on le voit bien, il y a un travail de sensibilisation, c'est-à-dire que quand on navigue sur l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de nous, et on a besoin de connaître et d'être sensibilisé justement à ce qui se passe aussi sous la mer, pour pouvoir adopter les bons comportements, et ensuite, finalement, tout le monde est responsable de ce qui se passe sous l'eau quand on navigue. Oui, et puis c'est vraiment le travail commun qu'on peut avoir avec la recherche, ce trait d'union entre les chercheurs dans le monde de la communication, de la médiation, ou de rendre visible ce monde invisible, et ce qu'on peut co-construire avec ces équipes de chercheurs, du CNRS en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est de pouvoir passer ces messages et de dire, voilà, les chercheurs vont apporter la science, nous on va apporter une vision de cette science, et on va pouvoir ensemble, parce que c'est vraiment un travail ensemble, le transmettre et pouvoir l'offrir au plus grand nombre. Alors, rendre visible ce monde invisible, j'aime beaucoup l'expression, c'est votre travail depuis maintenant des années et des années. On va plonger un peu avec vous, parce que forcément, on ne peut pas résister à l'envie de le faire. On va regarder un petit peu, vous avez forcément, j'imagine, des milliers d'anecdotes à nous raconter, de tournages sous-marins, mais il y a forcément des moments qui vous marquent en particulier, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez été témoin aussi des changements qui ont affecté au fur et à mesure des années les fonds marins, y compris près de chez nous. Oui, j'ai été témoin de ces changements. Et quand on parle de témoignages de changement, on parle souvent de témoignages de changements négatifs. Et là, par exemple, vous êtes travail, où là exactement? Donc ça, c'est sur une mission, c'est sur la mission que je mène avec l'UNESCO. Oui. Et là, on est sur Saint-Raphaël, dans le cantonnement de pêche du Cap-Roux. Et ce qui est intéressant dans ce milieu-là, c'est que c'est un lieu qui a été mis en réserve par les pêcheurs. On est à quelle profondeur là? Alors là, on est profond, hein, on est à 70 mètres
mètres de profondeur, mais il y a des zones très peu profondes aussi. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, la nature reprend ses droits à partir du moment où on n'y touche pas. Cette zone-là, elle n'est pas touchée, c'est une no-tech zone, c'est un endroit de non-prélèvement, c'est une aire marine protégée. Et ce qu'on veut montrer dans cette histoire, dans cette grande histoire du Cap-Roux, qui est une grande histoire sur une petite réserve, qui fait 450 hectares, je crois, au plus, c'est que ce sont des pêcheurs qui ont une mauvaise réputation, très souvent, qui l'ont mis en réserve. C'est eux qui ont pris l'initiative. C'est eux qui ont pris l'initiative il y a 20 ans, et c'est vraiment là la différence qu'on peut aussi amener entre la pêche industrielle, dévastatrice, et ces chalutages inacceptables, et ce travail de pêcheurs artisans qui a un travail hyper rentable. Et aujourd'hui, une réserve comme celle-là, elle peut être considérée comme un peu comme le livret A. Ça me plaît bien de parler de ça au Figaro. Comme le livret A de l'océan. C'est une banque de biodiversité. C'est une banque de biodiversité. Oui. C'est devenu le livret le moins rentable, je crois. Oui, mais c'est pas grave, il l'est quand même. Avec le Figaro est très renseigné. Il est quand même. Mais cet endroit, cette réserve, en fait, ça marche par débordement. Donc c'est un capital nature. Et tout ce qui, on le voit, hein, et tout ce qui va sortir de cette réserve, parce qu'à un moment, il y a un trop-plein de vivants, un trop-plein de biodiversité qui ne peut pas vivre. Ça, vous pourrez nous l'expliquer, hein, qui ne peut pas vivre parce qu'il y en a trop. Ça va sortir cette réserve et les pêcheurs vont profiter de l'abondance et de ce qui en sort. Oui. Et ce qui en sort sont les intérêts. Et ils vont uniquement prélever les intérêts. En fait, si je comprends bien, Sylvie Dufour, c'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question, au fond, la biodiversité, c'est magnifique sur des images filmées par Alexis Rosenfeld, c'est très très beau artistiquement parlant. Mais ça sert à quoi ? Quel est l'intérêt pour nous ? C'est ça la question qu'on se pose en mer. Parce que la mer, c'est aussi une ressource. Donc cette idée que finalement, il faut prélever ce que l'on peut sans abîmer le capital, si je reprends la métaphore financière, c'est ça en fait qu'il faut instiller aussi dans l'esprit de tous les usagers de la mer. Tout à fait. Bon, là, vous avez posé le mot de ressources. On peut dire c'est la vie, l'océan. C'est dans l'océan qu'est apparue la vie. On considère qu'il y a au moins 3,7 milliards d'années. Et c'est dans l'océan qu'elle a évolué, qu'elle s'est diversifiée. Et pendant plus de 3 milliards d'années, avant les premières sorties sur le continent. Là, on a parlé des herbiers qui étaient retournés à la mer. Mais donc, il y a eu cette richesse de vie dans l'océan, ce côté unique, donc qui en soi, déjà, est une valeur, on peut dire, une valeur de richesse, d'unicité. Et depuis les temps préhistoriques, hein, les humains se sont nourris de l'océan. Le long des côtes, dans les îles, on retrouve des traces au muséum. Il y a aussi des archéologues, des préhistoriens. On retrouve des traces de pêche, de collecte. Et donc, c'est une relation donc nutritive depuis toujours avec l'océan, mais qui a pris une mesure comme ça vient d'être cité, de surexploitation depuis l'ère industrielle. Donc, cette réserve nourricière, on la met en danger par la surexploitation. Mais c'est pas que ça. Si on parle des richesses de l'océan, il y a bien sûr tout... ce qui est utilisé actuellement et rechercher tout ce qu'on appelle les molécules innovantes. Il y a beaucoup. Donc ça, c'est l'océan de demain. Vous êtes déjà d'hier, il y a un certain nombre de molécules découvertes dans les organismes qui servent en médecine, comme vous le citez. Par exemple, on est beaucoup en besoin de nouveaux antibiotiques dans la situation actuelle de résistance aux antibiotiques, d'antiviraux, de composés qui stimulent les fonctions immunitaires, par exemple. Il y a aussi des études de recherche de protection contre les UV. Nous, quand on se baigne, on attrape beaucoup des coups de soleil. Il faut se dire que beaucoup d'organismes marins ont fait des protections contre les UV, mais qui ne sont pas toxiques pour le milieu marin, contrairement aux crèmes, la majorité des crèmes solaires consommées. Donc il y a toute cette richesse potentielle de découverte. Et il y a un certain nombre de chercheurs à travers le monde qui travaillent là-dessus et qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Et il y a aussi... plus généralement aussi les connaissances. Par exemple, on n'y pense pas, mais il y a tout un nombre de prix Nobel de physiologie et de médecine qui ont été basés sur des modèles marins. Et alors, est-ce que la surexploitation, cette usure à l'excès qu'on a de l'océan, commence là, avec la recherche des molécules ? Est-ce qu'on peut dire que c'est de là jusqu'à la surpêche que vous évoquiez tout à l'heure, ou c'est pas ça et c'est encore une autre dimension ? La surexploitation majeure, c'est la surpêche, la surpêche industrielle. Parmi cette surpêche, il y en a une qui est quand même assez dramatique, c'est celle qu'on appelle la pêche minotière. Minotière, se dire farine, c'est-à-dire qu'il y a une grosse pêche industrielle de petits poissons pour faire de la farine et de l'huile de poisson. C'est pour ça qu'il y a un certain temps, les poulets avaient le goût de poisson. Mais ça, on ne fait plus de nourrir les poulets avec de la farine de poisson. Mais on nourrit les poissons d'élevage carnivore avec de la farine de poisson. Et les élevages porcins aussi. Voilà.
Et ça, c'est dramatique parce que c'est des petits poissons, genre en soie, sardines, qui sont excellents et excellents nutritivement et dont on perd la qualité et qu'on surexploite et qu'on menace. Donc, et pour l'aquaculture, par exemple, l'expansion extraordinaire de l'aquaculture de saumon se fait aux dépens de pêche comme ça, de petits poissons qui font de la farine de poisson qui sert à l'élevage. Cette pêche minotière et cette farine de poisson, c'est des poissons qui sont prélevés beaucoup sur les côtes d'Afrique du Nord et qui font partie des actions qui paupérisent les populations africaines. Donc il y a vraiment un nouvel équilibre à trouver. C'est la recherche et les chercheurs qui vont permettre d'avoir, je pense notamment au travail en ce moment de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui travaille sur des nouvelles alimentations aquacoles, parce qu'il faut les nourrir pour remplacer ces farines. Donc je tiens vraiment à saluer ce travail qui est extraordinaire. Il y a plein de nouvelles techniques qui arrivent, qui vont permettre demain d'éviter cette pêche abusive et destructrice. Alors cette coopération à la fois scientifique, à la fois aussi politique, diplomatique, justement, le sommet à Nice des Nations Unies sur les océans a été évidemment un catalyseur de tout ça. On a bien vu que la France a pris aussi un rôle majeur, presque d'avant-garde sur ces sujets. Madeleine Mété, vous avez pu vous entretenir avec celui qui est devenu un petit peu la figure, l'incarnation de ce sommet, Olivier Poivre d'Arvor. Et justement, avec lui, on a essayé de comprendre un peu quels étaient vraiment les enjeux, les priorités qui étaient fixées. Alain Jadot. Effectivement, on a eu l'occasion de recevoir il y a quelques jours maintenant, avant le début du sommet, Olivier Poivre d'Arvor, qui est donc l'envoyé spécial du président de la République pour la conférence Océan des Nations Unies, c'est-à-dire la plus grosse réunion autour des enjeux liés à l'océan. Et je vais vous le laisser expliquer quel danger menace aujourd'hui cette surface de la planète. L'océan, c'est beaucoup plus simple que le climat. On va réussir à faire des choses, là, en une COP, ça s'appelle l'UNOC, mais c'est pareil. En une COP, on va réussir à faire des choses qu'en 30 COP, peut-être, ça va être la 30e bientôt, on n'a pas réussi à faire pour le climat. Le climat, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a du carbone, il y a trop de carbone, ça fait 1 siècle et demi qu'on le produit. Et donc, ce qu'il faut arriver à sauver, c'est la décarbonation de l'océan, puisque ce carbone lui-même est pris dans l'océan. C'est la force de l'océan, c'est que c'est un énorme puits de carbone. Donc il ne faut surtout pas qu'il sorte, mais il ne faut pas en rajouter. Décarbonation du transport maritime, ça va aller beaucoup mieux. Et en fait, il y a cette pression, qui est celle de la chaleur, qui fait que l'eau monte par l'effet de la pression thermique, et il y aura donc ce degré d'élévation du niveau de la mer, qui est un vrai problème. Et puis l'autre problème, c'est nous, notre action au quotidien, la pollution plastique, les déchets, la manière dont on traite l'océan, un peu comme une poubelle quand même, ou en tout cas quelque chose qui est très loin de nous. Mais alors vous avez l'air de dire que l'océan souffre certes, mais qui souffre de façon plus simple, c'est-à-dire qu'il est plus facilement guérissable. Oui, pourquoi est-ce que c'est moins compliqué de le sauver que ça ne l'est pour le climat ? Parce qu'il y a plein de monde au chevet de l'océan. Parce que qu'est-ce qui va sauver le climat ? Les 10 milliards d'habitants qu'on aura en 2050 ? Non. Ce qui fait que l'océan est fort, c'est qu'il est soigné par tous ceux qui l'entourent, les populations autochtones, les travailleurs de la mer, etc. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui l'aiment en fait ? Beaucoup de gens l'aiment. En fait, l'océan, personne n'aime le climat. On ne dit pas j'aime le climat, mais on dit j'aime l'océan. L'océan, c'est un espace imaginaire extrêmement fort. Alors parfois, il fait peur. Il n'y a d'ailleurs un tiers de l'humanité qui sait nager. 99% des gens savent marcher. Donc on a une relation qui est un peu particulière, mais on a une relation aussi quand même aujourd'hui d'imaginaire assez fort, et on veut le protéger. Même si on habite dans des pays enclavés, on veut le protéger. Alors voilà, on ne dit pas j'aime le climat, mais on dit j'aime l'océan. Et pour Olivier Poivre d'Arvor, aimer l'océan, c'est déjà en fait s'occuper de lui. Qu'est-ce que ça vous inspire cette réflexion, Alexis Rosenfeld ? Moi, je suis ravi d'entendre Olivier parler ainsi, et je le connais parler ainsi de l'océan. Ce qui est super ce qui serait super avec toutes ces COP et ces sommets, c'est qu'on applique ce qui est décidé et qu'on écoute les chercheurs. Voilà, la science, c'est pas une opinion. À partir du moment où on a des faits qui nous sont exposés par des chercheurs, appliquons-les, et c'est eux qui ont raison, on le sait, et même les politiques... Vous n'attendez pas grand-chose du traité qui sera signé peut-être en décembre 2025 ? On a un moratoire qui a été signé, mais sur les grands fonds, ça c'est extraordinaire. Donc il y a des choses qui avancent, mais par contre il y a des choses qui sont évidentes. On parle de la pêche dans les aires marines protégées. On sait qu'il faut arrêter, donc il faut que le gouvernement français et les autres disent stop, parce que c'est une évidence scientifique, c'est tout. C'est scientifiquement valable parce que les chercheurs l'ont dit.
Alors les chercheurs, justement, parce que les chercheurs, c'est aussi vous, Sylvie Dufour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quels sont, par exemple, si on est un peu synthétique, les signaux d'alarme prioritaires que vous avez par rapport à l'état des mers et des océans? La priorité aujourd'hui, c'est quoi exactement? Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on aime l'océan, qu'il faut avoir cette attitude-là, mais je ne serais pas tout à fait d'accord parce que l'océan, c'est la cible du changement climatique, une cible majeure. Parce que l'océan, il a capté jusqu'à présent... Climat et océan, au fond. Donc on ne peut pas les séparer. Oui. On ne peut pas dire on va sauver l'océan sans sauver le climat. Parce que l'océan, jusqu'à présent, il a capté 90% de l'excès de chaleur produit par les gaz à effet de serre qui... avec le réchauffement de l'atmosphère, fait qu'on se dit qu'il y a le réchauffement climatique. Mais il faut se dire que l'atmosphère a pris 1%, l'océan a pris 90%. Donc sans l'océan, on aurait déjà extrêmement plus chaud dès aujourd'hui. Oui, en fait, il est attaqué d'une double façon. C'est-à-dire parce que le climat en fait, est impacté, donc ça joue sur l'océan. Et par ailleurs, il l'est de façon... Et par ailleurs, la surexploitation et les pollutions. Et pollution, on parle beaucoup du plastique, c'est visible. Il y a aussi les microplastiques, les nanoplastiques. Mais il y a tous les polluants chimiques. L'océan, c'est le déversoir final. Donc quand on reprend à nouveau même des pesticides, des herbicides, c'est d'actualité, il faut se dire que tout ça finit aussi dans l'océan et affecte la biodiversité. Donc c'est vraiment un peu l'emblème de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le changement global, c'est-à-dire ces trois piliers, changement climatique, surexploitation des ressources, pollution. Mais la chance de l'océan, c'est comme il dit, on l'aime, on le partage, c'est vraiment l'emblème d'un bien commun de l'humanité. Donc de ce point de vue-là, pour les générations futures, c'est un enjeu dans lequel s'investir, de protéger cet océan qui nous unit et qu'on partage. Ce que je retiens aussi, parce qu'on en discutait en préparant cette émission, c'est que en fait, il n'y a pas un objet d'étude dans l'océan, parce que ce que vous défendez comme scientifique, c'est cette idée qu'au fond, tout communique et que la biodiversité dans l'océan, c'est aussi la question de l'oxygénation du milieu aquatique. En fait, tout cela forme un système vivant global et que donc, il n'y a pas on ne peut pas séparer, compartimenter, notamment par exemple les axes de recherche. En fait, vous regardez, vous pensez l'océan comme un tout, et particulièrement en plus comme un tout qui n'a pas de frontières et qui donc appelle une communauté internationale aussi très vivante. Exactement. Sur les cartes géographiques qu'on apprend à l'école, on parle de 5 océans, Atlantique, Indien, Pacifique et les 2 océans polaires. Mais en fait, ça fonctionne comme un seul océan, une seule masse d'eau. Il y a un grand courant qu'on appelle un courant circumocéanique qui brasse toutes les eaux de surface et de profondeur de tout l'ensemble. Donc on a vraiment un océan qui fonctionne. À ce titre, il y a des grands absents évidemment au sommet de Nice, c'est les chercheurs américains qui ont été privés par le nouveau président des États-Unis de leur venue. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump par ailleurs, mais empêcher des chercheurs de se rendre à un sommet international d'une importance cruciale pour un sommet scientifique pour les chercheurs, c'est absurde. C'est quoi le message? C'est notre avenir. Et en plus, moi là, j'en profite pour saluer nos collègues des États-Unis parce qu'ils sont excellents. La NOAA a un rôle immense dans la compréhension de l'océan et dans le partage des connaissances depuis toujours. Donc c'est absurde parce que justement l'océan c'est le symbole d'une recherche qu'on partage et d'un futur qu'on partage. C'est très intéressant, à nouveau, je dis pour les jeunes générations, parce que c'est un milieu qu'on doit transmettre dans le meilleur état possible. Et c'est vraiment une question de justice intergénérationnelle et comme ça a été signalé, de justice entre les pays développés et les pays moins développés, parce que finalement, ces impacts qu'on a du changement global, c'est les pays industriels depuis vraiment cet essor qui en sont responsables. Mais en particulier, via l'océan, ça affecte les pays tropicaux, les pays moins développés. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer, dont a parlé Olivier Poivre d'Arvor, les îles du Pacifique, ils sont en train d'être submergés. Il y aura d'ailleurs des délégations, notamment un certain nombre de peuplades autochtones qui sont... Et c'est eux qui ont lancé l'alarme, qui ont fait un appel aux Nations Unies sur la question des droits de l'homme, du fait de subir les conséquences de ce niveau de la mer. Donc c'est très intéressant cette union de tous les peuples. Parce que quand on parle de justice, forcément, on parle aussi de police. C'est-à-dire que la question aussi, c'est qui fait régner l'ordre dans les océans, et particulièrement dans les eaux internationales, dans les grands fonds marins qui vont peut-être être aussi de plus en plus explorés, voire exploités dans les dizaines d'années à venir. C'est cette question-là aussi, au fond. Comment est-ce qu'on plutôt fait une mobilisation pour que ces grands fonds marins ne soient pas exploités. Ouais. Explorer, oui, parce qu'on a une très faible connaissance de ce monde-là. Et on sait aujourd'hui on estime qu'il y a, je ne sais pas, plus d'1
million ou 1,5 million d'espèces qui n'ont pas encore été découvertes. Donc il y a vraiment une différence à faire entre l'exploration et l'exploitation. Mais l'exploitation, c'est pas un vilain mot non plus. Gail dit qu'il faudrait 10 à 15 ans d'exploration pour pouvoir déterminer si une exploitation est possible. Ça veut dire que la porte n'est pas tout à fait fermée, une fois qu'on aura compris à quel point ça aura une influence néfaste ou non sur l'environnement. On sait aujourd'hui que c'est ridicule et même Françoise Gail vous le dira, que c'est ridicule d'aller exploiter des zones et donc aller décimer des espèces qu'on ne connaît pas encore. Oui, c'est ça. D'abord explorons, ensuite voyons ce qu'on peut en faire. Mais on peut trouver d'autres solutions aussi. Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, vous avez posé le problème tout à l'heure en parlant aussi de la question de l'aquaculture et de la façon dont on nourrit l'aquaculture. Mais s'il y a 10 milliards à peu près d'êtres humains en 2050, il faudra les nourrir, il faudra continuer à favoriser sur des transports. L'exploitation, c'est pas un vilain mot. La question, c'est comment est-ce qu'on concilie cette protection nécessaire et cette exploitation qui est tout aussi nécessaire. C'est pas un vilain mot, on rajoute juste derrière durable. Ouais. Bon, pour que ça soit ce qui se passe en ce moment, par exemple, sur le chalutage de fond, c'est que c'est pas durable. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la première perte en biodiversité dans l'océan, c'est ce chalutage et ces pêches. Donc ça, c'est pas durable. Cette exploitation ne permettra pas d'exploiter sur le long terme. Non, c'est impossible. Si on peut raisonner la France, c'est encore une grande puissance maritime, on l'a vu parce que ce sommet est forcément un moment aussi de retentissement diplomatique. La voix de la France va compter encore plus dans les années à venir. C'est la deuxième zone économique exclusive du monde, après les États-Unis, du fait des territoires d'outre-mer. Oui. Donc de ce point de vue-là, la France a forcément une voix forte. Déjà, la France peut régler tout ce qu'elle fait dans ses zones exclusive. Donc elle peut décider de ne pas creuser, par exemple, de ne pas chercher exploiter les grands fonds de sa zone. L'enjeu après, c'est les zones internationales. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut réglementer l'exploitation dans les zones internationales? Est-ce que les eaux sont principalement des zones internationales? Est-ce qu'on arrive comme ça à quantifier? Oui, parce que les zones économiques exclusives vont jusqu'à 200 000 de la côte. Donc tout le reste... Donc il faut une coopération internationale. Et des décisions de règlements internationaux. Alors il y a un exemple, là, ce qu'on appelle BBNJ, c'est une réglementation pour l'exploitation des eaux internationales, pas le fond, ça ne concerne pas le fond, ça concerne la pleine eau. C'est la porte, ça va permettre d'ouvrir la porte à l'établissement d'aires marines protégées internationales. Ça, c'est ce que réclament notamment les ONG qui sont parties prenantes. Oui, donc, mais ça fait 20 ans, ça a été signé, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus et ce n'est pas ratifié. Non, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de pays qui ratifient. Donc l'occasion de demander des ratifications. Ouais. Mais pour dire, qu'est-ce qu'on entend par la pleine eau? La pleine eau, c'est depuis la surface jusqu'à sauf ce qui est dans le fond. En fait. Voilà. D'accord. Disons que, par exemple, les enjeux d'aller chercher les ressources minières des grands fonds ne sont pas impliqués dans ce futur traité. Ce que vous dites, Alexis Rosenfeld, c'est qu'il y a encore beaucoup de diplomatie à faire. Bah oui, parce que si ça fait 20 ans qu'on a mis à signer cette convention dont vous parlez, mais maintenant qu'elle est signée, ce qui est super, il faut la ratifier. Et il faut qu'il y ait, je ne sais plus combien, 50% ou 60% des pays qui la ratifient pour pouvoir l'appliquer. Et on est loin, on en est à une vingtaine. Donc c'est Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le temps de la recherche, puis c'est des ONG qui prennent le pas, n'est pas le temps de la vie politique et diplomatique. Non, il faut soutenir les ONG. Il faut les soutenir. C'est vraiment le contre-pouvoir utile pour l'avenir de nos enfants, voilà, et quelle qu'elle soit. Et puis, il faut éduquer et transmettre les connaissances parce que chaque personne devient un citoyen. Donc, le citoyen est acteur par ses votes, par ses actions. Un autre exemple, c'est le traité sur le plastique. À Nairobi, il y a eu un pas en 2022 disant qu'on allait faire d'ici 2024 une réglementation pour la réduction de la production et puis le suivi de tout le cycle de la pollution plastique. Ça n'a pas abouti encore en 2024. C'était la réunion qui a lieu en Corée. Mais bon, il y a une prise de conscience, il faut qu'elle soit la plus large possible et à toutes les générations. Et en tout cas, votre parole a été entendue. Merci Sylvie Dufault. Vous publiez chaque année avec le Muséum d'Histoire Naturelle ce manifeste. Cette année, ça s'appelle Un océan en commun, pour ceux qui veulent poursuivre un petit peu leur exploration scientifique de ce sujet. Merci Alexis Rosenfeld. Merci. C'est quoi la prochaine expédition? C'est les Açores. On va travailler sur le plus grand parc marin d'Atlantique Nord où on va y retrouver les grands cachalots. On peut venir avec vous? Venez. Ah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Madeleine Métayer. Ouais. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Terre des Hommes. Merci à tous pour votre fidélité constante. À très bientôt.